pour participer au débat c'est le 9e opus de la 14e édition de notre festival Cinéma et droits de l'homme, qu'on a organisé sous cette forme non présentielle du fait du Covid, hein. Les années précédentes, évidemment, nous étions en présentiel, en salle. Et donc cette année, nous proposons le visionnage des films en VOD, en vidéo à la demande, suivi en fin de semaine, tous les samedis, à 18h, par ce débat sur Zoom. Festival toulousain, et plus généralement en Midi-Pyrénées, est organisé depuis 14 années par un collectif qui réunit Amnesty International, le CCFD Terre Solidaire, l'École des droits de l'homme, Médecins sans frontières, Médecins du monde et les Amis du monde diplomatique. Je représente ce soir Médecins du monde. Notre but, évidemment, c'est au travers de la présentation de films dédiés à la défense et à la promotion des droits humains dans leurs différents aspects, de chercher à sensibiliser et informer les personnes en échangeant avec des experts des sujets traités. Évidemment, on ne pourra pas passer cette année tous les films qu'on avait prévus pour le cinéma en présentiel, et on a collaboré avec la plateforme des Mutins, des Mutins de Pangée, notre partenaire, qui nous a aidés à choisir ceux qu'il pouvait proposer parmi les programmes que nous avions préparés. Donc ce soir, l'échange, c'est à propos de la crise syrienne, qui est maintenant décennale, en nous appuyant sur cette œuvre étonnante intitulée Pour Sama, journal d'une mère syrienne, de la réalisatrice syrienne Ouad Al-Khateab, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, vous me corrigerez, et du Britannique Edward Watts. Pour ce faire, pour nous aider à débattre, nous avons invité, et nous avons l'honneur de recevoir Samir Arabi, qui est entre autres directeur artistique du festival Ciné Palestine, donc un concurrent, pas un concurrent, un partenaire, on va dire. Et Firas Mawazini, ancien vice-président et responsable du groupe géopolitique Afrique du Nord, Moyen-Orient à Médecins du Monde. Je vais vous laisser vous présenter rapidement tous les deux. Samir, tu veux commencer, s'il te plaît? Ok, donc tu l'as déjà fait. Je fais partie de l'équipe qui organise Ciné Palestine Toulouse Occitanie. J'ai fait aussi partie d'un collectif qui était très actif à un moment donné, le collectif Toulouse Syrie Solidarité, qui a organisé des débats, qui a aidé aussi les réfugiés syriens dans leur première démarche. Donc voilà, ce collectif, malheureusement, actuellement, il est en phase un petit peu n'est pas aussi actif qu'avant. Voilà, je laisse donc à Firas. D'accord, merci Samir. Le micro. Merci Samir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme l'a un peu dit Philippe, hein, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. J'ai été pendant longtemps un des responsables du groupe Moyen-Orient Nord-Afrique de Médecins du Monde. C'est un groupe géopolitique qui réfléchit sur les stratégies et les réflexions à mener en tant qu'acteur humanitaire médical sur cette zone-là. Donc, c'est une réflexion qui est menée par des gens principalement bénévoles à Médecins du Monde et qui réfléchissent sur l'action et la portée de nos actions sur ces terrains-là. Et la Syrie a occupé une grande place au cours de la dernière décennie. Hein. Comme l'a rappelé Philippe, ça fait maintenant 10 ans que le conflit a démarré, en tout cas que la crise syrienne a commencé. Et pendant ces 10 années, beaucoup de réflexions ont été menées par Médecins du Monde, à la fois sur l'action que menait Médecins du Monde en Syrie, mais également dans tous les pays limitrophes qui ont été les pays d'accueil et de refuge pour de nombreux Syriens. Et à la suite de ce groupe géopolitique, je suis devenu vice-président de Médecins du Monde pour quelques années, 3 ans, et je viens d'en sortir. Mais la question syrienne, en tout cas, a énormément occupé Médecins du Monde au cours de ces 10 dernières années. Voilà. Ok, donc pour ça, moi, c'est un film choc, on pourrait dire ça, à propos du siège d'Alep entre 2011 et 2016. Le document est particulièrement original, à mon sens, pour 2 raisons principales. D'abord, il s'agit d'un film qui filme la réalité, un film de la réalité. Ensuite, cette réalité est montrée d'une manière absolument sans filtre, c'est absolument cash.
On y voit crûment les horreurs de la guerre et je crois que peu de personnes en sortent indemnes. Même pour moi qui suis tout libre, qui ai des trucs aux urgences, etc., c'est quand même assez dur. Le film a été consacré par l'Œil d'Or du meilleur documentaire du Festival de Cannes 2019 et il a eu de nombreux autres prix que je ne vais pas lister, hein. Bon, tout le monde peut participer au débat en direct, là, parce que comme ça sera plus simple, oralement, je veux dire, en signalant que vous voulez parler, soit en levant la main comme ça, soit en levant la petite main qu'on peut lever en allant sur le truc qui s'appelle réaction. Oui, c'est ça, il doit y avoir une main que vous pouvez lever. Je vais vous la... Voilà, quand je la lève, vous voyez, comme ça. Bon, pour lancer la discussion, donc, je demanderai à nos spécialistes hein, qui sont là, en quoi justement, pour Sama, leur paraît exemplaire de cette crise syrienne abominable, hein, avec ses villes et son peuple martyr, et martyrisé sous les coups d'un pouvoir, on va dire, félon. Voilà. Qui veut commencer? Firas, peut-être, tu veux commencer? Ou Samir, là, celui qui veut bien. Parler du film, en fait, pour commencer, et puis on verra ce qu'on en fait après. Tfadal, Samir, à toi l'honneur. Shukran. Alors, si vous permettez, j'aimerais placer ce film un petit peu dans le contexte historique et dans le contexte cinématographique. Alors, le contexte historique, je pense que les Syriens ont vécu un traumatisme collectif dans les années 80. Que s'est-il passé dans les années 80? On a bombardé la ville de Hama, on a détruit la ville de Hama. Et ce qui est très choquant lorsque vous interrogez aujourd'hui un historien, qu'il soit syrien ou français ou autre, il y a eu combien victimes de cette agression? Eh bien, parfois on vous dit 1000, parfois on vous dit 5000, parfois on vous dit 10 000, parfois 20 000, parfois 30 000. Aujourd'hui, on n'a aucune précision sur la réalité tragique de ce qui s'est passé à Hama dans les années 80. Il y a eu un silence absolument horrible. Ce silence qui a duré et qui dure encore sur cette réalité qui a été occultée a fait que la nouvelle génération, lorsque la révolution syrienne a éclaté, les jeunes avaient le désir profond de témoigner, de ne pas passer dans le silence comme ce qui s'est passé dans les années 80. Donc c'était ça même un côté obsessionnel. Il faut absolument documenter, témoigner, documenter et témoigner. Alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que ces jeunes, au départ, ne sont pas des cinéastes. Ils sont comme ce qu'on a appelé les journalistes citoyens, les photographes citoyens, et certains ne se destinaient même pas au métier de photographe ou de cinéaste. Mais ils avaient le désir de prendre leur caméra et de filmer et de continuer de filmer et d'accumuler des rushs. Et ils partaient. Alors, ce qui est extraordinaire dans un film comme pour Sama, c'est pas un film qui a été, comme ce qui est le cas classique, construit avant. Il n'y avait pas de scénario. Le scénario se construit après, lorsqu'il y a eu le montage pour ce film. Donc, il y a eu cette jeunesse qui voulait documenter, qui avait peu de moyens, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que les moyens modernes, aujourd'hui, on peut filmer avec un téléphone, donc avec des moyens simples, on peut aujourd'hui constituer un stock d'images pour traduire la réalité. Alors, pour revenir aussi, pour s'attarder pour Sama, alors, cette obsession de filmer a permis de capter des moments extraordinaires, des moments d'espoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image lorsque le bébé a des difficultés pour respirer, qu'on le secoue, et puis il a cette joie qui émerge. Donc, dans ce contexte de chaos, dans ce contexte de guerre, l'espoir est là, symbolisé par cet enfant qu'on a sauvé, symbolisé aussi par ce jardin où on a envie de faire pousser des plantes, etc., par ce mariage heureux. Donc, ce film réussit à capter tous ces moments difficiles
tous ces moments de chaos, de guerre, de désespoir, mais au moins aussi un parallèle à cultiver l'espoir constamment. Ça, c'est la force de ce film pour Sama. Alors, encore une fois, je pense que si vous cherchez sur Internet la filmographie de Wahed Khatib, vous ne trouvez pas grand-chose parce qu'elle a démarré avec le désir, pas de faire une carrière cinématographique, mais de documenter le monde sur ce qui se passe en Syrie, sur l'atrocité de la guerre. Alors voilà ce que j'ai souhaité un petit peu introduire. Alors, on a deux petites questions. D'abord, Audrey, quelqu'un demande à voir les intervenants à l'écran. Il y a un problème technique? Non, c'est chacun chez soi, en fait. J'ai répondu à Josette en privé pour D'accord, qu'elle pardon. règle son... Donc, Jean-Pierre demande qui était à l'origine du bombardement de Hama. J'allais te demander aussi, Samir. Alors, c'est le pouvoir en place. Donc, le père, c'est le père, Assad, ouais. le père Assad qui a donné l'ordre pour bombarder la ville. Pour quelle raison? C'était dans le contexte de soulèvement social et dans un conflit en partie avec les frères musulmans. Alors peut-être ce qui est quand même important à dire, que cette génération, ces jeunes qui en 2011 avaient 20 ans, 25 ans, qui sont nés dans les années, pour certains, dans les années 90, le père était mort, le père était en prison, il était toujours en prison, certains à cause des événements, le frère qui est disparu, etc. Donc il y avait une terreur qui n'a pas été décrite, qui n'a pas été détaillée. Pour vous raconter une anecdote, ça s'est passé en Syrie. Il y a quelqu'un qui était en visite, qui demande à un Syrien, en disant comment ça se fait qu'on ne parle pas suffisamment de Hama, de ce qui s'est passé à Hama. Et son ami syrien lui dit, tu comptes rentrer en France quand? Il lui dit dans 10 jours. Je lui dis, je te suggère d'avancer ton départ. C'est un sujet, on ne se levait pas, on ne parlait pas. Comme aussi le massacre qui a eu lieu dans la prison de Palmyre, où on a débarqué pour tuer des prisonniers sans armes. Ok, Firas, par rapport au film. Alors, je veux bien réagir au film, mais peut-être juste avant de réagir au film, je trouve très important ce que vient de dire Samir sur l'événement de Hama. Juste pour remettre un petit peu dans son contexte, ce qui s'est passé à Hama dans les années 80 est inscrit dans l'identité syrienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Syrien qui parle un jour ou un autre de cet événement-là. Ceux qui sont nés avant, ceux qui sont nés après. Il reste comme ces événements qui sont difficiles finalement à dissocier de l'histoire. Enfin, c'est un événement tellement fort qu'il s'inscrit complètement dans l'histoire de tout le monde en Syrie. Et comme l'a dit Samir aussi, les conséquences de ce qui s'est passé à Hama. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Hama a été sous un siège pendant une semaine. Et on ne savait pas du tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Les Syriens du reste du pays imaginaient le pire. Et les gens disaient la mort sentait de Hama jusqu'à Alep. On sentait la mort jusqu'à la ville d'Alep qui est à plus d'une centaine de kilomètres au nord. Enfin voilà, tout ça pour rappeler que des événements comme ça construisent aussi ces sociétés et toute la Syrie après les années 80 a eu comme un des événements forts ce massacre de Hama qui a modélisé la société syrienne par la suite et développé tout ce qui s'est mis en place par notamment le régime en place. Maintenant, pour revenir sur le film dont on parle pour Sama, c'est vraiment un film indispensable et je pense qu'il est indispensable dans le sens où pour comprendre ce qu'est le vécu de la guerre au plus proche et de la réalité d'une famille, enfin d'une jeune femme étudiante, mais aussi d'une famille, d'amis, d'un quartier, etc. Il est vraiment indispensable pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces années-là à Alep. Mais il est indispensable aussi dans le sens où c'est un vrai film témoin
Et comme beaucoup d'autres films qui ont été réalisés, celui-là est beaucoup plus visible et en tout cas est encore plus fort que beaucoup d'autres, mais en tout cas tous sont importants parce que tous ont montré leur réalité et tous ont été souvent filmés par des jeunes cinéastes qui n'ont jamais eu de formation de cinéaste et qui ont simplement attrapé leur téléphone portable et ont commencé à filmer la réalité. Tu le disais tout à l'heure, Philippe, c'est vraiment cette notion de la réalité, de montrer ce qui se passe réellement au jour le jour dans la vie des gens dans la guerre. Je pense qu'il y a plusieurs phrases dans ce film qui sont indispensables, enfin qui sont fortes, que Ouad a dites. Celle que je retiens beaucoup, c'est celle « Nous ne pensions pas que le monde laisserait faire ça ». Et ça, c'est une phrase qui est dans la bouche de tous les Syriens également. Personne ne pensait qu'en Syrie, on arrivait à un tel niveau de violence, à un tel niveau d'atrocité en Syrie, sans que la communauté internationale ne réagisse. Malheureusement, souvent, la réaction de la communauté internationale a même parfois été pire qu'on ne pouvait l'imaginer, mais le fait de ne pas réagir, ou le fait de mettre, par exemple, des concepts comme la ligne rouge, ont permis au régime d'aller plus loin qu'on ne le pensait. Le concept, par exemple, simplement de la ligne rouge, c'est qu'à partir du moment où tout ce qui se faisait en dehors de cette ligne rouge, on excusait le régime et le régime pouvait continuer à massacrer. Et les massacres qui ont été faits, au-delà de simplement la question de la ligne rouge et de l'utilisation des armes chimiques, sont tout bonnement atroces. C'est-à-dire que et de toute façon, même en mettant cette ligne rouge, l'intervention de la communauté internationale n'a jamais été réellement importante ou forte. La seule réaction internationale qui a été forte, c'est celle de la Russie et de l'Iran. Donc la vraie intervention internationale qui s'est tenue en Syrie, c'est celle des soutiens des alliés du régime syrien. Ensuite, ce que je trouve important dans ce film, et je crois que Samir l'a aussi rappelé, c'est qu'on passe de la mort à la vie en permanence dans le film et d'une certaine manière des larmes au rire, à la joie, à la tristesse, etc. Et Ouad a très bien filmé ça et a montré que finalement dans toutes ces situations de désespoir, il y a toujours un semblant, enfin un peu d'espoir et toujours une volonté de continuer à vivre. Et donc ce film montre aussi la résilience des Syriens dans une telle situation et de montrer comment on arrive malgré l'enfer dans lequel, parce qu'il nous plonge vraiment, ce film, dans l'enfer d'Alep au cours des 6 mois de siège, mais aussi il y a toujours un rappel de ce qui s'est passé auparavant. Elle revient sur 2012, elle revient sur 2013, elle fait des allers-retours entre le moment du siège et les années précédentes à Alep. Et donc, elle nous plonge dans cet enfer, et même dans cet enfer-là, on entend rire les gens, on entend rire les familles. Et puis tout d'un coup, on entend le désespoir derrière. On voit beaucoup de jeunes enfants qui meurent dans les bras de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, etc. Donc c'est un film très poignant, c'est un film très difficile. La première fois que je l'ai vu dans une grande salle de cinéma avec beaucoup de monde. Et on n'entendait rien dans la salle, si ce n'est quelquefois des larmes et des mouchoirs. Enfin, voilà, c'est un film presque difficile à regarder et très difficile à discuter par la suite. Donc, il faut un temps aussi de réflexion à la suite de ce film. En tout cas, c'est un film qu'il faut absolument rendre indispensable. À mon avis, c'est un film qu'il faut réellement utiliser comme enfin un film éducatif. Il devrait être monté à tous les jeunes et pour qu'ils comprennent réellement ce qui s'est passé dans ce conflit syrien. Enfin, je voudrais juste finir sur le fait que ce film est aussi un film indispensable pour la justice internationale. On parlera peut-être un peu plus de ce qui se passe actuellement, mais il est aussi un film témoin de ce qui a été fait. Et les images ne peuvent pas cacher la réalité. Enfin, on voit très bien ce qui s'est fait. On comprend très bien l'intervention des Russes. Rien que dans le film, plusieurs hôpitaux sont bombardés. Je crois qu'à un moment, on parle des 9 derniers hôpitaux à Alep. 8 sont bombardés. Il ne reste plus que celui du mari de Hamza, enfin de Hamza, le mari de Ouad. Et donc, on voit bien comment les Russes ont participé complètement dans ce siège de Alep et dans la destruction de Alep. Enfin, peut-être ce qui m'a aussi marqué dans ce film, à un moment, on voit des jeunes qui écrivent sur les murs. Et l'un d'eux dit « on renverse Bachar, même si ce n'est uniquement que sur les murs ». Et ça montre bien qu'au moment où ils écrivent ces phrases sur les murs, ils ne savent pas ce qui va se tenir. Mais en tout cas,
déjà rien que le fait de pouvoir le faire et d'écrire sur un mur qu'on est contre le régime, c'est déjà un acte héroïque incroyable. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que 10 ans après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire écrire quelque chose sur un mur en Syrie est une prise de risque incroyable. Bon. Je crois qu'elle a tiré son truc. Elle est sortie avec 500 heures de rush quand elle est partie. Et donc, c'est de ça qu'elle a réussi à tirer ce document. Alors, qui veut poser une question? J'espère, je suppose que tout le monde a regardé le film et qu'il y a quand même des questions qui peuvent en sortir. N'hésitez pas. Je crois qu'il y a Olivier qui lève le pouce, mais je pense que c'est pour poser une question. Mais peut-être juste avant de... Il y a une chose que je voulais aussi vous partager, c'est un moment, l'idée de... Je crois que Hamza dit, il faut qu'on abandonne Sama. Et on l'abandonne parce qu'il faut qu'elle survive. Et qu'ayant des parents comme nous, elle a très peu de chances de survivre. Et donc il y a même, vers la fin du film, cette idée d'être... Ils sont prêts à abandonner leur enfant pour lui permettre de vivre. Enfin, j'ai jamais vu d'autres films présentant les choses comme ça, et je trouve que c'est très poignant. Oui, il y a des personnages complètement fous, mais très beaux, ça c'est sûr. Enfin, complètement fous. Par les risques qu'ils ont pris quelque part, mais qu'on ne peut qu'admirer en fait. Oui, Olivier, tu veux poser des questions? Oui, en effet. Alors, bon, déjà, toutes mes excuses, hein, j'ai pas vu le film. Donc, je veux poser plutôt des questions hein, sur la situation en Syrie, si c'est possible. Moi, je m'intéresse. Bon, je suis pas du tout spécialiste du Proche-Orient, je suis pas arabophone, j'ai jamais voyagé en Syrie, mais enfin, je m'y intéresse depuis de nombreuses années. Et j'étais jeune à l'époque, et je me souviens avoir lu des articles de presse sur ce qui s'était passé à Hama en 82. Et j'avais été profondément choqué, et ça m'avait donné une image assez détestable de ce régime syrien. Et donc, il y a 10 ans, quand se sont produits les printemps arabes, j'étais assez enthousiaste de voir cette vague de soulèvement populaire pacifique hein, qui faisait tomber les dictatures. Et donc, j'ai cru comprendre qu'en Syrie, pendant quelques mois, il y a eu un mouvement populaire pacifique ou non violent, enfin très, très, très puissant. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est alors, d'une part, qu'est-ce qui fait que ce mouvement populaire est devenu, à un moment donné, pour certains secteurs, peut-être un mouvement armé. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que la communauté internationale, enfin ce qu'on appelle la communauté internationale, aurait pu faire pour faire pression sur le régime. Et la troisième question, comment expliquer cette espèce de... On a l'impression d'incapacité du pouvoir syrien à dialoguer avec qui que ce soit. On a l'impression que la seule règle qu'ils connaissent, c'est la force, la force brutale et uniquement ce mode de gouvernement. Voilà, ça fait beaucoup de questions, je suis désolé. Samir, tu veux répondre? Oui, après je... Alors, je vais commencer, après, si tu veux bien me compléter. Alors, bon, la révolution syrienne a commencé de façon spécifique, comme ça a été dit. C'est-à-dire les gens descendaient dans la rue pour réclamer la dignité, pour dire qu'ils ne veulent plus être humiliés, pour demander la liberté. Et dans un premier temps, ils ne critiquaient pas Assad, ils ne demandaient pas sa tête, ils demandaient des choses vraiment simples, comme s'ils lui faisaient un clin d'œil en disant « aide-nous ». Je pense, son premier discours, les gens l'attendaient. À Damas, il y avait un silence redoutable. Les gens attendaient les paroles du chef de l'État. À ce moment-là, il aurait pu entrer dans l'histoire en disant « je vous ai compris, vous avez des revendications justes » et il aurait pu vraiment conduire lui-même le changement. Alors, ça n'a pas été le cas et plutôt, il a décidé de faire un autre choix, le choix de la répression. Alors, ce qui est arrivé pour l'ensemble des mouvements qu'on a appelés le printemps arabe, bien que je n'aime pas trop cette appellation, il y avait un esprit révolutionnaire, un esprit de révolte, de contestation qui a émergé
Et le rapport des forces dans le monde arabe ne peut pas permettre l'aboutissement dans les contextes historiques actuels d'une révolution, ni en Égypte, ni en Libye, ni en Syrie, ni au Yémen, ni ailleurs. Donc petit à petit, avec des interventions extérieures, il a fallu préparer une contre-révolution. Les gens qui sont descendus dans la rue, ce n'est pas les gens qui ont pris les larmes par la suite. C'est-à-dire le passage d'une révolution pacifique à une phase armée a été combiné avec la libération des salafistes qui étaient dans les prisons du régime et qui ont constitué par la suite des groupes extrémistes armés. Il y a eu aussi une autre dimension dans ce passage entre mouvement pacifique et mouvement armé. Il y avait donc des soldats, des officiers, etc., dans l'armée qu'on appelle loyale, l'armée du régime, qu'on envoyait pour mener la répression, pour tirer sur des citoyens pacifiques qui n'avaient pas d'armes. Et ces gens-là, à un moment donné, n'ont pas pu résister, ont déserté l'armée syrienne, et par la suite, ils cherchaient donc un cadre pour réagir, donc ce qui a donné par la suite l'armée syrienne libre, ce qui a donné lieu à l'émergence de l'armée syrienne libre. Ça, c'est un petit peu, je pense, c'est le premier point qui a été évoqué, ou la première question qui a été soulevée. Alors, la communauté internationale, très souvent, des analystes comparent la situation, ce qui s'est produit en Syrie, avec la guerre civile espagnole, où à l'époque, la question a été soulevée en disant est-ce que le camp progressiste peut intervenir pour soutenir les républicains? Alors on a hésité et puis on n'a rien fait. En revanche, les pays fascistes à l'époque, l'Allemagne et l'Italie, n'ont pas hésité à intervenir. En ce qui concerne la Syrie, il y a eu donc ce que Firas a évoqué tout à l'heure, la ligne rouge qu'a énoncé Obama, mais c'était un fiasco total. Je veux dire, lorsque vous dites à un moment donné, attention, il y a une ligne rouge, si vous la dépassez, là, je me fâche et j'agis, comme le pouvoir syrien l'a dépassé et que Obama n'a pas bougé. Donc, c'était une manière de dire les États-Unis se désintéressent de la Syrie, ou, entre guillemets, le camp occidental ou le camp civilisé, comme on a une tendance à l'appeler, ne trouve pas son intérêt dans le conflit syrien, et c'était la porte ouverte à la Russie, qui n'a pas hésité à l'instant à intervenir, et par la suite à la Turquie, etc. etc. Je ne sais pas si Firas, si tu veux compléter. Non, je pense que tu as déjà vraiment tout dit, Samir, sur la façon dont le conflit a évolué et s'est radicalisé à la fois militairement et même radicalisé d'un point de vue religieux, avec finalement, le régime a réussi à faire de l'opposition ce qu'il voulait qu'elle soit, c'est-à-dire une opposition djihadiste, une opposition que la communauté internationale ne soutiendrait pas. Et ça, c'est arrivé avec la libération de beaucoup d'anciens djihadistes qui avaient évolué sur le terrain irakien et qui étaient enfermés dans les prisons syriennes et qui ont été libérés à l'été 2011, il me semble, ou 2012. Mais voilà, dès le début, très vite, le régime avait compris qu'il fallait créer une opposition qui ne serait pas soutenue par la communauté internationale. Et la communauté internationale a raté ce soutien à l'opposition syrienne, ou en tout cas aux groupes rebelles en Syrie, et a laissé le champ libre à une opposition de plus en plus radicale et notamment soutenue par des pays du Golfe. C'est-à-dire que les pays qui ont finalement soutenu financièrement cette opposition, et même d'une certaine manière ensuite avec les armes, sont les pays du Golfe qui ont radicalisé aussi, qui ont participé aussi d'une certaine manière à la radicalisation de cette opposition. Donc voilà, mais pour la communauté internationale, il y a réellement cette incapacité à réagir aujourd'hui. Je crois que c'est un élément de plus en plus présent. Regardez ce qui se passe en Birmanie, on réagit finalement pas tant que ça, on a du mal.
Regardez ce qui s'est passé en Arabie Saoudite avec l'assassinat de Khashoggi. Regardez ce qui se passe avec le régime de Sisi en Égypte. La communauté internationale ne réagit plus trop et a du mal à imposer quoi que ce soit. Et souvent, elle prend des positions qui finalement vont à l'envers de à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et les populations civiles en payent le prix fort. Ce qu'a fait par exemple la communauté internationale avec, si vous vous rappelez, les photos de César et donc l'imposition des sanctions dites de César, hein, les photos de César, de ces photos de prisonniers laissés à l'abandon et qui sont pour un très grand nombre morts de faim dans les geôles syriennes après avoir été torturés. Et bien finalement, les sanctions qu'a pris la communauté internationale, c'est la société syrienne qui en paye le prix fort, c'est pas réellement le régime. Le régime s'est refermé sur lui-même et le régime n'a plus l'intention de jouer un rôle au niveau international. Ce qu'il vise, c'est sa survie et sa survie est possible avec le soutien de la Russie et de l'Iran. Et donc, ceux qui payent le prix fort d'une situation catastrophique aujourd'hui en Syrie, hein, on approche, ou en tout cas on parle de la fin de guerre par les armes, hein, mais par contre, il y a une situation sociale et économique désastreuse qui fait que les Syriens continuent à vouloir partir de Syrie parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens de vivre dans un État où les choses sont plus du tout accessibles. L'économie entière est tenue par des groupes mafieux, que ce soit pour s'alimenter ou que ce soit pour un peu d'électricité ou un peu d'eau. Donc, vous devez à chaque fois réellement payer le prix fort. Et la livre syrienne a tellement dégringolé que quand vous achetiez un paquet de pain avant la guerre, il coûtait à peu près 15 lires syriennes. Aujourd'hui, il en vaut 100 fois plus, 1500 lires syriennes. Même si, quand on fait le change, hein, on est plus ou moins au même taux de change. Il représentait 20 centimes d'euros et aujourd'hui aussi plus ou moins 20 à 30 centimes d'euros. Mais pour un Syrien dont le coût de la vie est toujours... le salaire n'a pas augmenté en Syrie pendant tous ces temps, font à peine. Ben voilà, c'est 100 fois plus pour acheter rien que du pain. Donc vous imaginez tout le reste, etc. Le salaire moyen d'un fonctionnaire en Syrie aujourd'hui, il avoisine les 15 euros. Donc ça vous laisse à peine... vous ne pouvez rien faire avec 15 euros, si ce n'est acheter un kilo de viande et quelques légumes pour le mois. Mais voilà, donc c'est une situation tellement désastreuse actuellement, une situation humanitaire catastrophique, que les Syriens sont encore sous une soumission à ce régime-là qui fait ce qu'il veut d'eux. En tout cas, pour ceux qui restent. Moi, je peux vous rappeler, hein, mais aujourd'hui, si on regarde, si vous voulez, sur quelques éléments, sur des questions humanitaires, on a arrêté de compter les morts en Syrie. On est arrivé à 500 000 morts, puis après, on a arrêté de réellement compter. On ne sait pas réellement combien de personnes sont mortes en Syrie. Par contre, on ne sait pas réellement non plus combien de personnes sont handicapées en Syrie, de la suite de tous ces bombardements et de toutes ces campagnes violentes, etc. On parle de plus d'1,5 million de personnes en situation de handicap à cause de la guerre en Syrie. On ne parle plus des prisonniers. On parle de 200 000 prisonniers. On ne sait même pas si ces prisonniers sont vivants ou morts. On n'entend pas parler de ces prisonniers. On ne parle pas non plus des millions d'enfants qui ont été déscolarisés pendant tout ce temps-là. On parle souvent des réfugiés. Et ils avoisinent les 7 millions à l'extérieur de la Syrie, sans compter les 6 ou 7 millions qui sont déplacés à l'intérieur, qui ont perdu leur logement, perdu une bonne partie de leur vie et de leur famille, etc. Et donc les gens, le tiers qui reste, parce que la population syrienne était à peu près de 22 millions avant la guerre, le tiers qui reste, c'est une population qui s'accroche à sa survie, en soutenant d'une manière ou d'une autre peut-être le régime, mais en tout cas pour s'assurer une propre survie qui est la leur. Et tout ça, ça a chamboulé complètement la société syrienne. C'est une perte énorme pour les Syriens parce que les familles se sont retrouvées complètement éclatées entre celles qui restaient, celles qui partaient à l'autre bout du monde. Hein. Vous avez des Syriens aujourd'hui entre l'Australie, la Malaisie, jusqu'au fin fond du Canada. Donc les Syriens sont maintenant devenus une diaspora importante à travers le monde. Donc un éclatement de ces familles-là et qui se sont dispersées. C'est aussi une grande perte pour la communauté internationale, même d'un point de vue historique, puisque
la Syrie a souvent été montrée comme un des berceaux de l'humanité, et ces grands sites archéologiques, pour la plupart classés, ont aussi été détruits partiellement dans ce conflit, etc. Donc, c'est difficile aujourd'hui, passe un peu, mais les chiffres rappellent souvent l'ampleur de la catastrophe qu'est encore actuellement ce conflit. Oui, je crois qu'il y a au moins 1,5 million de personnes qui sont en insécurité alimentaire actuellement. Qui veut poser une question? Françoise, bon, là, je réponds à ta question sur le chat. Je pense que la jeune femme et sa famille sont d'abord réfugiées en Turquie, puis sont partis en Grande-Bretagne. Et maintenant, la jeune femme, elle a plutôt une vie assez internationale parce que son film a été extrêmement salué. Et je crois qu'elle est très militante contre les bombardements des hôpitaux, enfin, etc. Elle est très... voilà. Qui veut poser une question? On n'a pas beaucoup répondu à la dernière, je crois, question d'Olivier, qui était sur la réponse du régime, enfin, le difficile dialogue avec ce régime qui disait que la force était... Moi, je voulais juste te dire que on comprend l'impossible solution militaire. Mais au même titre que l'impossible solution politique. On a un mal fou à réellement savoir ce qui va se dessiner dans les mois, les années à venir en Syrie. Et donc c'est une guerre, comme beaucoup de guerres aujourd'hui, qui ne se finissent pas, par un gagnant, un perdant. Elles se finissent dans un état souvent désastreux pour les populations civiles, et des États qui deviennent des États faillis et qui ne se restructurent que très difficilement. La communauté internationale, depuis 2 ans, en tout cas la Russie appelle à une reconstruction, mais voilà, et la communauté internationale n'a pas envie de reconstruire un pays, sachant que le régime est toujours le même. Et donc, comment reconstruire, sachant que Bachar est toujours là? Et ça, c'est très difficile aussi. Et donc, ce qui se passe dans ce film-là est important parce que Alep marque, si vous voulez, la fin d'un... Enfin, c'est très violent, la reprise d'Alep par le régime. Par la suite, le régime s'y est pris différemment sur d'autres villes qui ont été Homs, Daraa, etc., le nord-est, et jusqu'à aujourd'hui Edlem. Mais on ne sait pas très bien. On présentait Edleb comme la dernière bataille. Finalement, sur cette dernière bataille, le régime syrien est en train de reculer d'une certaine manière. En janvier dernier, il y a eu un message donné à l'armée syrienne de ne plus intensifier les combats sur cette zone-là. Certainement aussi parce que les Russes se sont retrouvés confrontés aux forces turques dans cette région-là, parce que la Turquie a quand même presque 6 000 hommes qui sont sur ce nord-ouest syrien. Et donc, il y a une solution qui tente d'être cherchée par les Russes et la Turquie. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il y aura des élections en Syrie en juin. On ne sait pas non plus très bien. Enfin, voilà. Mais donc, on est dans une difficulté enfin, on n'arrive pas à voir la fin des choses arriver en Syrie. Donc, dans ces États, un peu comme ce qui s'est passé en Somalie, même si ce n'est pas du tout le même contexte, et on se retrouve avec des groupes au pouvoir en Somalie qui enfin, ont longtemps évolué avec les Shebab. Mais c'est d'autres contextes, mais ça fait partie de ces pays-là qui finalement n'arrivent plus à passer le cap et ne se restructurent plus jamais pratiquement. Peut-être je vais ajouter une petite précision sur la manière dont le régime voit les choses. Ceux qui ont l'occasion de visiter Damas pouvaient lire sur la montagne qui surplombe la ville de Damas, avec toi, avec Assad pour l'éternité, tout simplement. À partir de là, le régime ne dialogue avec personne et façonne ses ennemis. Et lorsqu'il voit une opposition honorable qui est susceptible d'émerger, c'était le cas, par exemple, du Parti d'action communiste, il va mettre les opposants en prison. Il ne cherche pas à dialoguer avec eux, il ne cherche pas une alternative démocratique, c'est
il est prisonnier de ce concept d'éternité. On est avec Assad pour l'éternité. Donc, lorsqu'il est mort, on a changé la constitution parce que pour devenir président, il faut avoir 40 ans. Et puis, comme Bachar n'avait pas 40 ans, eh bien, on a changé la constitution, on a ramené ça à 30 ans pour qu'il puisse devenir président. Et dans la conception du régime, si Bachar demain est amené à quitter ce bas monde, en principe, c'est son fils, et puis le fils, etc., etc. Donc, cela ferme toute porte de dialogue. On est dans la logique du régime, soit avec le régime, soit contre le régime. Donc, il n'y a pas aucun dialogue n'est possible. C'est-à-dire, si j'ai compris moi, il a traité de terroristes tous les gens qui étaient opposés à lui, c'est tout. Donc, hein, ce régime a dit qu'à partir du moment où quelqu'un était opposé à lui, il était terroriste, donc à éliminer. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, bon, il m'arrive de dire que les prisons, c'est les lieux presque les plus démocratiques en Syrie, parce que toutes les tendances politiques ont transité par la prison. Là, les communistes modérés, les communistes radicaux, les socialistes, etc., tout le monde a transité à un moment donné par les prisons, par la case prison. Et chaque famille a souffert, a vu quelqu'un qui a été à un moment donné emprisonné. Alors, vous avez des petites questions d'Olivier. D'abord, comment expliquer l'incapacité du régime à tout dialogue depuis ses origines? Donc, on a un peu parlé de ça récemment, mais peut-être que vous pouvez en redire quelque chose. Moi, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Je pense qu'aujourd'hui, le régime enfin, aujourd'hui, comme il l'était il y a aussi 40 ans, hein, c'est le même clan hein, qui est au pouvoir. Et dans une logique de garder le pouvoir. Donc, tout est bon à faire tant qu'il garde le pouvoir. Pour eux, et autant du temps du père Hafez el-Assad, il y avait une volonté que la Syrie rayonne au niveau régional. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La Syrie soutenait la cause palestinienne, la Syrie était impliquée sur le Liban, la Syrie était impliquée à droite, à gauche dans des discussions au niveau régional. La Syrie avait une présence importante au niveau de la Ligue arabe, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La seule chose qui se passe en Syrie, la Syrie s'est complètement refermée sur elle-même. Et donc, la seule volonté, c'est de pouvoir garder le pouvoir à n'importe quel prix. Elle sait très bien qu'elle ne retrouvera plus sa place avec le régime en place au niveau de la communauté internationale. C'est impossible de redonner une chance à Bachar de retrouver la scène internationale. Elle évolue un peu comme à l'iranienne, finalement. Elle se renferme sur elle-même et finissent par ressembler de plus en plus aussi à l'Iran, hein, d'une certaine manière. Et si vous voulez, les Syriens finissent par bricoler, ils reconstruisent. Si vous voyez un petit peu aujourd'hui ce qui se passe sur Alep, on commence à reconstruire certains quartiers, mais les quartiers sont pas reconstruits, enfin les choses sont reconstruites par les gens eux-mêmes quand ils ont envie de retrouver leur logement, leur immeuble, ils se mettent à plusieurs et ils finissent par reconstruire une partie de leur immeuble, ou en tout cas du quartier, etc. Mais c'est du bricolage. On n'est pas du tout dans une phase de reconstruction. On a tellement finalement de mal à finir cette guerre qu'on n'arrive pas à commencer une phase de reconstruction. Parce qu'on ne s'entend pas sur les termes de la fin de cette guerre. Et donc, c'est... Voilà. Alors, il y a plusieurs questions. Hein. Samir qui voudrait rajouter quelque chose. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Samir. Peut-être j'aimerais ajouter une autre dimension. Le dialogue suppose une réconciliation nationale, suppose reconnaître des erreurs. Là, actuellement, on n'est pas, malheureusement, en Syrie, dans la configuration de réconciliation nationale. Le régime, les services de sécurité sont calqués un petit peu sur le modèle soviétique. Eh bien, dans le système soviétique à l'époque, 20 ans après ou 30 ans après, on réhabilitait un tel ou un tel. On a reconnu, à un moment donné, on dit « Ah, Staline, là, est allé un peu trop fort, etc. etc. » Ce qui n'existe pas dans le système syrien actuel. Là, tout à l'heure, on a évoqué Hama.
Aujourd'hui, on n'a pas reconnu qu'il y a eu des familles, on a construit des gens innocents qui ont perdu leur maison, on ne les a pas indemnisés, etc., etc. Ce qui fait que comment dialoguer en absence de reconnaissance des drames et des tragédies, comment dialoguer de façon saine en absence, comme je l'ai dit, de réconciliation nationale. Ça, c'est vraiment la première étape avant quoi que ce soit. Alors, je vais vous dire donc les questions d'Olivier. D'abord, comment expliquer l'incapacité du régime à tout dialogue depuis ses origines? On en a déjà un peu parlé. Jean-Pierre, quel est le rôle de la communauté alaouite? Anne-Marie, qui voudrait savoir comment, dans ce contexte, les élections peuvent avoir lieu et apporter un changement. Alors, la communauté alaouite est victime de régime. Et je vous suggère une lecture de Samaria Azbek, qui est alaouite, qui a écrit un livre remarquable sur la révolution syrienne qui s'appelle Feu croisé, où elle raconte comment elle a été obligée elle-même, parce qu'elle se sentait menacée, de quitter la Syrie. Elle est actuellement réfugiée politique en France. Voilà, c'était un exemple parmi d'autres, comme je peux vous citer beaucoup de militants progressistes alaouites qui ont passé 10 ans en prison, parfois davantage. Donc c'est une communauté qui est victime, à l'instar de l'ensemble de communautés en Syrie, de la répression. Il faut vraiment éviter de faire un schéma simple qui consiste à dire un pouvoir alaouite et une majorité sunnite. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça, en ce sens que le pouvoir, où il y a un certain nombre de responsables qui sont de la communauté alaouite, s'appuie quand même sur une bourgeoisie militaire qui est sunnite. Alors, cette communauté est instrumentalisée par le pouvoir, en ce sens, en disant vous êtes menacés, si vous ne me soutenez pas, attention, vous allez être l'objet de répression de la communauté sunnite. Donc, ça, c'est cette communauté instrumentalisée, et elle a payé trop cher dans cette guerre que le régime mène contre le peuple, en termes de pertes humaines. C'est-à-dire, les gens voyaient dans cette région du pays revenir des cercueils de leurs enfants. Donc, c'est un jeu contradictoire, à la fois victime comme les autres composants de la société syrienne, et instrumentalisé également par le pouvoir. C'est pareil aussi en ce qui concerne, par exemple, les chrétiens de Syrie. On dit attention, si vous ne me soutenez pas, les extrémistes vont tourner vers vous. Donc on joue une communauté contre l'autre, mais l'ensemble des communautés en Syrie, l'ensemble des composants de la société en Syrie souffrent de la répression du régime, où il s'agit d'une mafia qui est au pouvoir, qui a malmené l'ensemble des citoyens syriens. Peut-être juste pour la question d'après sur comment les élections peuvent avoir lieu et apporter un changement. Elles ont déjà eu lieu. Hein. Il y a déjà eu Bachar, pendant le conflit, a déjà été réélu. Hein. Donc, ils tiennent les élections de toute façon. Après, on sait très bien comment se tiennent les élections dans ce pays. Si vous voulez, déjà en plus, avec il y a un tiers du pays réellement qui peut aller voter. On sait très bien que les élections se tiendront en faveur du régime actuel. On ne sait pas trop, beaucoup de rumeurs circulent en disant que la femme, donc la première dame, serait potentiellement un changement, et que les Russes cherchent une solution, je pense aussi. Les Turcs aimeraient bien voir, les Turcs actuellement qui sont en négociation aussi pas mal avec les Russes, aimeraient bien voir un autre régime que celui de Bachar se mettre en place dans les mois qui viennent. Mais voilà, les Russes n'en font un peu qu'à leur tête. Les Russes aujourd'hui sont un peu comme le ministère des Affaires syrien. Hein. C'est eux qui gèrent les affaires étrangères de la Syrie actuellement.
Et donc, si la solution vient, elle viendra certainement des Russes. Ce n'est pas à travers les élections qu'elle viendra. Bon, et la perte d'opposition claire à Israël, tu peux en dire quelque chose enfin Firas, je sais qu'Israël a de temps en temps des frappes contre la Syrie, mais on voit bien que ce n'est plus leur principal adversaire, comme ça. Non, mais bon, après, c'est une question longue parce que les relations entre la Syrie et Israël sont, enfin, depuis les années 70, il faudrait prendre un temps long pour en parler, mais la cause palestinienne a souvent servi à beaucoup de ces régimes-là de maintenir un état de sécurité, enfin, une situation d'état d'urgence, et surtout pour maintenir le pouvoir. Mais du temps de Hafez, c'était différent, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire dans la région, et celui le leader arabe qui prenait la tête de la cause palestinienne, d'une certaine manière, avait une reconnaissance des populations de l'ensemble du monde arabe. C'est plus du tout la même chose. Le Hamas avait encore des bureaux à Damas, et avec leur leader en partie en exil en Syrie, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Donc, c'est plus une question prioritaire pour la Syrie de continuer à travailler sur la cause palestinienne. Et ils en ont de toute façon plus les moyens. On peut, je ne sais pas, il serait drôle d'ailleurs d'imaginer si la Syrie serait prête à faire la paix avec Israël. Ça serait intéressant de voir si la Syrie, pour se racheter une visibilité, ou en tout cas une présence internationale, serait prête à faire ça. Je doute, mais... Bon. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être que on peut passer... Bon, il y a quand même quelque chose de particulièrement étonnant et choquant, et que je connais depuis longtemps parce que j'ai travaillé au COMED avant cette crise-là. C'est la cruauté terrible des représailles, des tortures, des sièges épouvantables d'Alep, des attaques chimiques, enfin des choses qui sont quand même pas partagées partout, hein, une telle cruauté, une telle méchanceté, on va dire, ou je sais pas quoi, voilà. Et donc peut-être qu'on peut parler maintenant des procédures internationales qui sont en cours. Enfin, il y a eu un procès en Allemagne qu'Interactionnaire a perdu, il y a eu des procès en France, il y a aussi des plaintes récentes contre justement ces attaques chimiques en 2013. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Est-ce que vous pensez que ça peut être rentable, positif, ou est-ce que au contraire ça peut avoir des effets néfastes? Samir, tu veux réagir ou... Oui, alors, bon, le cas allemand, bon, sur le plan symbolique, c'est très intéressant d'avoir que quelqu'un a été condamné en Allemagne et qu'il peut avoir des procès en France également. Mais c'est tellement disproportionné avec les crimes de guerre. Et pour que ça devienne significatif, pour punir des criminels de guerre, il faut que les États, un petit peu, qui nous assomment avec un discours sur les droits de l'homme, qui reste seulement un discours, envisagent de voir son arsenal juridique pour réagir à une échelle beaucoup plus importante. Là, très souvent, on reste dans les paroles, on reste dans les discours. Je parle des États, évidemment. Et de façon concrète, on a peu de résultats. Par exemple, il y a eu l'utilisation des armes chimiques. Après, il y a eu des enquêtes. Et aujourd'hui, il n'y a rien sur ce dossier-là, malgré les enquêtes, etc. etc. Donc, oui, c'est très bien qu'on condamne des criminels qu'on a identifiés par-ci, par-là, mais ça sera bien aussi que les États puissent avoir un comportement, non pas un discours, mais un comportement plus responsable, et qu'elle révise son arsenal juridique, parce que finalement, l'arsenal juridique,
n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. C'est-à-dire, si les lois dans le passé ne permettaient pas, dans les États, de juger les criminels de guerre, eh bien, changeons les lois. Firas. Enfin, juste pour rajouter peut-être, mais je pense que c'est indispensable. C'est un temps important et ce qui se passe avec les procès actuels montre, enfin, il y a une certaine volonté de lutter contre l'impunité. Maintenant, ça reste très symbolique parce que ce n'est pas à la hauteur de tous les crimes qui ont été commis en Syrie, que ce soit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Hein. Il y a aussi, c'est les deux notions. Et néanmoins, le temps de la justice n'est pas le même. Et donc, ça va être des procès qui vont être très, très longs dans le temps. Donc, si vous voulez, l'effet immédiat de ces procès-là sont plutôt difficiles pour la population syrienne en Syrie. Elle n'y voit aucun changement, voire peut-être parfois des conséquences difficiles. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sanctions liées aux photos diffusées par César. Et si vous voulez, donc le régime aujourd'hui, ce que fait le régime, ou en tout cas ce qu'il a toujours un petit peu fait, c'est aussi d'effacer les traces en éliminant les personnes qui étaient en partie aussi aux ordres lors de ces événements. Lorsque les attaques chimiques ont été réalisées, le régime n'a pas hésité à éliminer certains des généraux qui ont été derrière. C'est ce qu'il a fait aussi ailleurs. Hein. Mais voilà. Donc, le responsable du siège d'Alep aussi. Exactement. Donc, le général a été éliminé. Tout à fait. Et donc, bon, c'est indispensable pour une question de mémoire et pour une question de documentation, mais le film pour Sama l'est aussi. C'est-à-dire que le film pour Sama doit pouvoir, en tout cas, doit permettre aussi de mener des actions comme ces dernières. Et donc, symboliquement, c'est très fort. Maintenant, en termes d'effet immédiat pour la population syrienne, ça risque pas, il ne risque pas de voir le changement actuellement. Et c'est difficile, hein, parce que c'est difficile d'en parler avec les Syriens de l'intérieur actuellement en Syrie. Leur préoccupation première en Syrie actuellement est de survivre. Et quand vous leur parlez, ils vous disent on a 1 heure d'électricité sur 24 heures sur Alep actuellement, on a du mal à trouver des denrées alimentaires principales, on a un mal fou à se fournir en fuel dans cette période d'hiver, et c'est à des tarifs incroyables. Enfin, voilà. Donc, ils essaient déjà de continuer, en tout cas, ils essaient de survivre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent à partir. Hein. Même si la Turquie a construit un mur entre la Syrie et la Turquie, et que les passages sont très difficiles, les gens continuent à vouloir partir de la Syrie. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que pendant toute la durée depuis 10 ans, le régime n'a jamais cherché à retenir les gens. Il a toujours laissé les gens partir. Et donc, que ce soit des responsables militaires, au niveau des désertions, etc., on ne retenait pas les gens. Soit on les éliminait, soit on les laissait partir. Mais donc, la population syrienne rien que ça, le fait que plus d'un tiers de la population syrienne ait quitté le pays, rien que ce chiffre-là est assez incroyable, de penser que le pays a perdu un tiers de sa population qui est partie à l'étranger et qui ne rentre pas en Syrie. Il y a eu quelques tentatives, mais les gens ont très vite remarqué que ce sont des mauvaises tentatives, soit parce que vous êtes tout de suite attrapé et arrêté, ou alors envoyé à l'armée, etc. Tous les jeunes ne veulent pas revenir en Syrie pour ces raisons-là. Soit parce que la situation est tellement difficile qu'il est impossible de vivre aujourd'hui en Syrie parce que rien n'est assuré en Syrie. D'autres questions ou d'autres interventions? Oui. Jean-Pierre. Oui, je voudrais revenir sur un point là pour avoir de votre avis un éclairage. Il y a un gros affrontement, effectivement, entre les anciens empires ottomans et russes, si je puis dire, et donc entre Poutine et Erdogan d'un certain côté. Et on le voit bien, et ce conflit,
la Syrie s'y trouve au cœur, puisqu'effectivement, là aussi, les deux empires, il y a des troupes turques et russes sur le territoire de la Syrie. Il y en a eu, et encore aujourd'hui, en Arménie, le conflit de Haut-Karabakh, le conflit armé ouvert. Il y a celui de Libye, et où on retrouve l'affrontement entre les deux puissances. Alors, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs que j'oublie tout de suite. Mais est-ce que ces tensions-là, parce qu'en fait, les Occidentaux, ils regardent ça de loin, hein, c'est quand même deux puissances importantes. La Turquie, on le rappelle lourdement, un peu comme à l'époque de la guerre d'Irak, c'est la première armée de l'OTAN après les Américains. Hein. Donc, c'est quand même pas une puissance militaire négligeable. Donc, est-ce que ces tensions-là, ces conflits-là, pourraient déboucher sur quelque chose de positif, disons, dans le cadre de la Syrie, parce que c'est un peu ça la question. Hein. Alors là, c'est un peu de la prospective géopolitique que je vous demande, mais voilà, quel est votre ressenti par rapport à ces tensions-là et ce jeu d'acteurs qui sont pas négligeables, on va dire. Disons pour moi, pour les Syriens, ça débouchera sur rien. Pour moi, pour dire les choses de façon claire, la Syrie aujourd'hui est occupée par la Turquie, la Russie, l'Iran et la Russie. Il s'agit d'une occupation. Et le combat des Syriens, qui était un combat pour la liberté, maintenant il y a un deuxième combat pour la liberté et la libération. Donc il peut y avoir à un moment donné une tension entre les Turcs et les Russes, ou une entente, mais ça sera sur le dos des Syriens. Et ça ne sera pas pour les Syriens. C'est pareil, il peut y avoir une entente entre les Iraniens et les Russes, mais ça ne sera pas dans l'intérêt des Syriens. Ça sera sur le dos des Syriens. Voilà tout le problème. Et lorsque tout à l'heure j'ai parlé des composants de la société syrienne, je pense que la Turquie ne voit pas l'émergence, par exemple, d'une autodétermination de la communauté kurde au nord de la Syrie. C'est-à-dire, la Turquie cherche ses propres intérêts, exactement comme les Russes, qui a cherché à travers la Syrie à rappeler le monde entier en disant nous sommes de retour. La Syrie a servi finalement pour permettre à la Russie de rappeler son retour sur la scène politique internationale. Évidemment, ça lui a servi pour avoir des bases militaires, etc. etc. Donc, la Syrie future, la Syrie démocratique, la Syrie libre devra être une Syrie débarrassée des forces étrangères et débarrassée aussi de l'influence des pays du Golfe, qui est une influence extrêmement négative. Il ne faut pas oublier. Je veux dire, il a fallu les djihadistes, il a fallu les financer. Il a fallu que l'argent vienne de quelque part. Comme il a fallu financer les milices financées par l'Iran, etc., etc. Donc, bon, si on prend un moment de l'histoire, le lendemain de la Première Guerre mondiale, les Français, les Anglais ont partagé, il y a un partage du Proche-Orient. Cela fait à peu près un siècle. Il est à craindre aujourd'hui qu'on assiste à un nouveau partage, parce que l'ancien partage ne fonctionne plus. Les Français et les Anglais ne sont plus là. Il y a d'autres forces sur le terrain. Et qu'on assiste à un nouveau partage qui servira les intérêts des Russes, des Turcs, des Iraniens, mais qui ne servira en aucun cas et qui risque aussi d'aboutir à un moment donné à la division du pays. Ça, c'est vraiment une source d'inquiétude et de crainte pour moi. Je peux simplement ajouter, enfin je suis d'accord avec Samir hein, sur le fait qu'aucune des forces étrangères en présence en Syrie ne le fait pour les Syriens. Ça, c'est clair et net. Et les Turcs ont soi-disant reconstruit une région sur le nord-ouest, le nord Idlib, ce qu'on appelle. Alors oui, ils ont reconstruit des routes sur Afrin, oui, ils ont
Ils ont permis de sécuriser une certaine zone, etc. Mais ils ne le font pas pour le Syrien. Ils le font pour eux, avoir une zone tampon entre la Syrie et la Turquie, et notamment limiter l'influence kurde dans toute cette région-là, de toute la frontière nord de la Syrie. Donc, et ce qui est difficile là dans les derniers échauffourées qu'il y a eu entre les Turcs et les Russes, c'est que les Russes ont compris que les Turcs pouvaient réagir. Et avec beaucoup d'hommes, beaucoup de militaires sur place par les Turcs. Donc, ni la Russie ni la Syrie n'a envie de rentrer dans un conflit avec les Turcs. Et encore plus d'un conflit qui dépasserait la Syrie. Donc, il n'est pas question voilà. Donc, ce qui se fait en Syrie, se fait en Syrie, mais il ne faut surtout pas que ça déborde sur la Turquie ou ailleurs. Donc, ils cherchent une solution actuellement. On sent bien qu'il y a moins d'actions militaires sur Idlib, mais avec une volonté de chercher une solution, mais cette solution ne sera pas pour la Syrie, ce sera simplement pour favoriser les intérêts russes, turcs en premier. On a compris aussi que les Iraniens avaient beaucoup moins de présence, ou en tout cas sont beaucoup moins influents ces derniers temps. Et donc, voilà, c'est un jeu complexe de plusieurs conflits dans ce conflit-là. Et ce conflit n'est plus celui des Syriens à proprement parler. C'est le conflit de tout un tas de puissances régionales et internationales qui règlent d'une certaine façon leur compte aussi sur le dos des Syriens. Donc non, c'est pour ça que cette solution, qu'elle soit militaire ou diplomatique, enfin, elle a du mal à être trouvée parce que finalement, on ne demande pas beaucoup l'avis des Syriens. La plupart des discussions qui sont faites, les Syriens en subissent souvent les conséquences, mais on leur demande rarement leur avis, surtout la société civile syrienne. Bon, on a deux autres questions. Que pensez-vous de ces commentateurs qui expliquent que la cause de la guerre civile est la tentative des USA de renverser le régime? Exemple, les éditoriaux de Michel Collomb. Deuxième question, quelques mots, tu en as déjà parlé un peu, Firas, sur l'utilité ou non des sanctions. Comme à l'époque, contre l'Irak, c'est finalement la population civile qui en souffre et paye le prix. Alors, pour ce qui est de la tentative des USA de renverser le régime, je ne sais pas si vous comprenez cette question. Bon, je pense, oui, c'est la thèse de complot. Oui. En somme, bon, c'est à vrai dire aussi, c'est la thèse d'origine d'une certaine manière. C'est-à-dire, il faut voir les choses de façon simple. Ce qui s'est passé en 2011, la Syrie a explosé parce que il y avait beaucoup d'injustice, il y avait un manque de liberté absolument incroyable, et ça ne pouvait qu'exploser. Ça a explosé de façon spontanée. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait des dirigeants sages, il y aurait des dirigeants disposés à écouter leur peuple, à voir les problèmes, à trouver des réponses aux problèmes. Peut-être on n'aurait pas eu la guerre civile et ses conséquences catastrophiques. Que les Américains ont des intérêts au Proche-Orient, que les Américains cherchent à contrôler le Proche-Orient, ce n'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, lorsque Bush, à l'époque, est intervenu en Irak, il a parlé de remodeler le Proche-Orient. Et à l'époque, on se demandait si la Syrie allait être la deuxième étape ou non. Donc ça fait partie de la réalité. Mais il n'empêche que il y a un mouvement populaire, un mouvement révolutionnaire qui avait des revendications simples de justice, de dignité, de liberté, après un demi-siècle de répression. C'est-à-dire, je vous suggère une lecture, la coquille d'un Syrien qui est resté 11 ans en prison, qui décrit les méthodes de torture. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Inimaginable.
Et d'ailleurs, c'est très souvent, les prisonniers ont des difficultés pour faire le récit de leur souffrance, parce que c'est très difficile. Bon, donc voilà, ce mouvement est un mouvement populaire, est un mouvement spontané. Ce mouvement de révolte et de colère n'a été piloté par aucun parti politique en Syrie. Et c'est une démarche révolutionnaire authentique. Que les Américains ont des intérêts, les Iraniens, etc., ça fait partie, oui, d'un ensemble complexe au Proche-Orient, et les Saoudiens ou les pays du Golfe. Peut-être juste pour ajouter, je crois quand même actuellement, il me semble que la Syrie n'est plus une priorité pour les États-Unis depuis un moment. Maintenant, c'est assez paradoxal, il y a un désintérêt, mais en même temps, il y a une incapacité à partir complètement de cette région-là. On le voit avec l'Afghanistan, avec l'Irak et actuellement avec la Syrie. Donc, c'est assez... enfin, je ne pense pas qu'il y avait une volonté des États-Unis à vouloir renverser le régime, et ils l'auraient fait s'ils avaient vraiment voulu, à un moment ou à un autre, cibler Bachar, ils auraient eu les moyens de le faire. Mais voilà. Donc, il ne me semble pas qu'on peut réellement partir de la cause de la guerre civile en Syrie à partir de cet élément. Ensuite, sur la question des sanctions, en effet, on sent bien que l'utilité des sanctions est presque nulle, puisque le régime est toujours en place et le régime s'en contrefout de ces sanctions. Finalement, elles ne font qu'asseoir son pouvoir sur la population et montrent bien que la communauté internationale n'a plus rien à faire de la population syrienne et qu'elle est prête à couper cette population syrienne de l'essentiel. Donc oui, c'est la population civile qui souffre de toutes ces sanctions et qui mettent l'économie du pays dans la main de groupes mafieux pour tout. Donc, en effet, la population syrienne en Syrie n'a plus du tout les moyens de se soulever contre le régime. Il faut oublier de penser que les sanctions auront cet effet-là de monter la population syrienne contre le régime actuel. C'est fini. Souvent, on met en place ces sanctions en espérant que la population se lèvera contre son régime. Mais ça, il faut l'oublier. Elle en souffre énormément aujourd'hui. Ok, Slavko, tu veux poser une question? Oui, j'aurais voulu poser une question, mais je n'arrive pas à la poser par le chat, donc je vais la dire verbalement. Ben, c'est mieux, hein? Moi, je voudrais savoir un petit peu quelle est actuellement la situation de la minorité kurde en Syrie, et notamment par rapport à ses relations avec le régime. Et en plus, comme cette minorité kurde, enfin les combattants qui ont beaucoup œuvré pour chasser les djihadistes, ont fait beaucoup de prisonniers. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Samir, je te laisse réagir si ça ne te dérange pas. Je pense que j'ai donné déjà tout à l'heure. Oui, excusez-moi, mais je suis arrivé en retard, c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que l'ensemble des communautés, des composantes de la société syrienne ont souffert de la répression en Syrie, et cela inclut la communauté kurde. Alors, le rapport entre le régime et la communauté kurde est un rapport, je dirais, ambigu, parce que dans le passé, le régime donc, a facilité l'installation des camps d'entraînement de PKK au Liban. Et d'ailleurs, lorsque le régime a lâché le leader qui était sous protection syrienne, il a été, entre guillemets, capturé, moi je préfère l'expression emprisonné, par les Turcs. Donc il y a un manque de clarté dans le rapport entre l'équivalent de PKK en Syrie et le régime. Voilà. Alors, mais toutefois, il faut voir aussi le rapport, il faut voir la communauté kurde, il faut voir l'histoire de la communauté kurde en Syrie depuis un siècle. C'est-à-dire, à titre d'exemple, pour vous dire comment
comment cette société, comment les Kurdes étaient intégrés en Syrie, le premier secrétaire du Parti communiste syrien était un Kurde. Il y a toujours des ministres kurdes, des députés, etc. Donc, il faisait partie de la configuration, il faisait partie de la vie politique, de la vie parlementaire, il faisait partie il était aussi impliqué dans les postes de responsabilité au pays, etc., etc. Il y a un élément qui est très souvent peut-être négligé dans l'analyse de la situation des Kurdes en Syrie, c'est que les 2/3 des Kurdes habitent à Damas et à Alep et n'habitent pas dans le nord-est de la Syrie. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être pour compléter, Slavko, dans les années, je crois, 60-70, il y a eu une politique d'arabisation du nord-est de la Syrie. Donc ces populations kurdes ont été déplacées dans les grandes villes de Alep et de Damas. Ils ont été intégrés, notamment aussi dans l'appareil d'État. Hein. Beaucoup de Kurdes étaient présents dans les forces de police, et notamment dans les forces de police et les renseignements, etc. Donc, ils étaient, au même titre que d'autres minorités, hein, complètement dans la structure de l'État syrien. Juste peut-être quelques éléments, c'est que la position les Kurdes ne sont pas un seul corps, tous d'accord en Syrie. Hein. Les Kurdes s'opposent entre eux aussi, y compris en Syrie. Ils ne sont pas tous d'accord sur les positions que prennent les leaders politiques kurdes actuellement en Syrie. Certains ont rejoint des groupes rebelles, d'autres ont rejoint les forces kurdes, d'autres, etc. Enfin, il y a une multitude de positions. Par contre, il y a beaucoup quand il y a eu le siège d'Alep, beaucoup de gens d'Alep en veulent beaucoup à la population kurde, à la communauté kurde d'Alep, parce que les gens, d'une certaine manière, les accusent d'avoir participé à ce blocage d'Alep, enfin à ce siège d'Alep. Il y a un quartier qui est connu kurde à Alep. Et on dit qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas kurde, vous ne pouvez pas vraiment y être dans ce quartier-là, etc. Donc même les propriétaires d'appartements ou d'immeubles dans ce quartier qui n'étaient pas kurdes, aujourd'hui ne peuvent plus accéder à ce quartier. Donc il y a une position très difficile pour la population kurde aussi, qui a toujours été prise entre plusieurs feux, à la fois de négocier avec le régime ou avec les oppositions, etc., etc. Elle a été, finalement, ce qu'on retient aujourd'hui de la population kurde en Syrie, c'est qu'elle a été en première ligne du combat contre Daesh. Et donc, c'est la minorité qui a reçu le soutien de la communauté internationale dans ce combat contre Daesh. Et aujourd'hui, quand on se rappelle l'intervention militaire des Turcs sur le nord-est, le grand gagnant de cette intervention militaire sur le nord-est, finalement, est le régime qui a repris ses positions, notamment, alors, il y a une administration formée par des forces kurdes, etc., mais n'empêche que le régime a repris sa place dans cette région-là. Et la volonté du régime est de recontrôler l'entièreté du territoire syrien. Il n'est pas question de laisser une partie du territoire à la population kurde. Donc, elle est vraiment dans une situation difficile, au même titre que les autres communautés en Syrie, hein, et au même titre qu'elle l'est en Turquie ou en Irak. Hein. On a tous suivi de près ce qui s'est passé en Irak. Lorsque Barzani a fait ce référendum, finalement, il a perdu tout ce que les Kurdes avaient réussi à reprendre, ou en tout cas à prendre sur le territoire, sur le nord de l'Irak. Et la situation pour les Kurdes n'est pas meilleure aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une communauté comme toutes les autres qui souffre aussi de ces jeux qui se jouent à l'intérieur de ce conflit. Notamment aussi des puissances étrangères, notamment la Turquie sur cette question-là. Bon, ok. Encore quelqu'un veut-il encore poser une question? Marie, tu as vu la réponse pour l'auteur de Feu croisé? Tu l'as vu? Ok. Moi, j'avais une petite question, si plus personne d'autre veut parler, c'est à propos
de l'intervention humanitaire, parce que quand même, Firas, on a inventé là-bas, enfin on a inventé quand même une sorte d'humanitaire cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on a agi de l'extérieur. Si tu veux en parler un petit peu, enfin qui veut en parler d'ailleurs. Moi, je veux bien juste dire une chose sur l'intervention humanitaire. Je pense que le film Pour Sama le rappelle très bien. L'essentiel de l'action humanitaire est faite par les Syriens pour les Syriens. Oui. Et ça, il ne faut jamais oublier qu'on a beaucoup mis en lumière l'action des ONG internationales, etc. Mais avant tout, c'est les Syriens qui se sont organisés pour venir en aide à la population syrienne. Et c'est eux qui ont vraiment pris tous les risques, que ce soit, vous connaissez tous l'histoire des casques blancs, que ce soit des jeunes comme Hamza et Waad, etc., à travers qu'on voit très bien à travers ce film, et tous les autres jeunes qui sont dans ce film, et pour beaucoup ont été tués. Hein. Vous le voyez sur le temps du film, le nombre de ces jeunes-là, je crois que c'est 32, au moment où l'hôpital est bombardé, c'est 32 personnes qui décèdent, hein, qui sont les équipes d'infirmiers, de soignants, etc. Et je trouve qu'on ne rappelle jamais assez fort comment les Syriens ont réellement organisé leur propre intervention humanitaire et ont pris vraiment tous les risques pour le faire. Les ONG internationales n'ont été que très souvent qu'aux frontières de la Syrie. La plupart des interventions humanitaires qui ont eu lieu en Syrie ont été soit sur les frontières essentiellement nord, depuis la Turquie, avec des interventions sur les camps de réfugiés qui sont installés tout le long de la frontière syro-turque, parfois en soutien à des organisations elles-mêmes syriennes de l'intérieur, en appui à Alep, à des hôpitaux comme le montre le film de Hamza, pour Sama, en appui à des organisations syriennes soutenues par une diaspora syrienne de l'extérieur. Parfois, il y a eu quelques actions qui étaient menées par des organisations internationales qui étaient installées à Damas, mais sous le contrôle du régime. Et actuellement, le régime tente de mettre la main sur l'aide humanitaire, avec le soutien aussi de la Russie, encore une fois. C'est la Russie qui contrôle, qui à chaque année, renouvelle l'accord des Nations Unies pour le cross-border, pour l'aide humanitaire à travers les frontières. Et donc, il y a une volonté que l'aide humanitaire passe par le régime et que ce soit le régime qui lui-même organise ça. On le voit de plus en plus avec une forte implication de la Première Dame et une organisation qui s'appelle le Syrian Trust for Development, qui est tenue par la Première Dame et qui cherche à diriger l'action humanitaire là où cette action humanitaire est favorable au régime. Bon, merci. Samir, tu voulais redire quelque chose? Non, c'est bon. Plus personne ne veut rien dire? 1h30 ou à 19h30, c'est la bonne dose pour un débat habituel. Donc, je voudrais remercier tout le monde. Hein, dire qu'on va continuer encore un peu notre festival en virtuel, encore 2 ou 3 semaines. 3 semaines, je crois. Hein. La semaine prochaine, nous présenterons le film Citizen 4 de Laura Poitras qui traite du sujet des lanceurs d'alerte pour un débat le 13 mars. Donc, la semaine suivante, c'est Défi de solidarité de Caroline Darocchi et Anne Richard qui sera à l'affiche et qui parlera du problème des mineurs étrangers isolés et de leur hébergement pour un débat donc le 20 novembre. Donc, je voudrais remercier tout le monde d'avoir été présent ce soir. Finalement, ça a démarré petitement, mais on a fini par être presque une vingtaine. Donc, c'est pas si mal. On est content. Grand merci. Super merci à Samir et Firas pour leur connaissance, la qualité de leur prise de parole et la clarté aussi de tout ça. Et puis, pour quand même avoir donné quelque chose d'une vision de leur pays, qui était quand même dans une situation affreuse quand on pense à ce que c'était avant, enfin culturellement, et même dans l'histoire de l'humanité. Je rappelle qu'à Alep, c'est une des premières villes de l'espèce humaine, enfin qui dure depuis plusieurs milliers d'années. Voilà. Merci à tous. À bientôt. J'espère que vous reviendrez pour les prochains débats, hein, et que vous continuerez à soutenir notre festival. Voilà. Merci Bonsoir. beaucoup à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs.
Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir.